Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique, le dernier numéro de l'année aussi. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Alors comme prévu, nous nous concentrons aujourd'hui sur la politique nationale. Nous sommes 3 semaines après les élections législatives et la France n'a ni gouvernement, ni nouveau gouvernement, ni nouveau Premier ministre et ce jusqu'à la mi-août. Au minimum. À quoi donc s'attendre à l'Assemblée nationale ? On a l'impression que les Français n'ont pas réellement voté. À quoi servira cette législature ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Mais avant toute chose, je vous le répète, c'est le dernier numéro de la saison. Aussi, j'espère que vous allez contribuer au succès de cette émission. Pensez donc à la commenter, c'est très important. Faites les suggestions pour la saison qui vient. Et puis pensez à cliquer sur ce fameux pouce en l'air. Ça vous prend 1 seconde et c'est très important. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, Guillaume Bigot. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors je pour vais votre vous invitation. présenter longuement parce que c'est votre premier samedi politique, mais bien entendu pas le dernier, j'imagine. Je l'espère du moins. Alors vous venez d'être élu député du Rassemblement national dans la 2e circonscription du territoire de Belfort. Vous avez été proche de Charles Pasqua. Vous êtes membre du conseil scientifique Res Publica, peut-être plus d'ailleurs, vous le direz dans un instant. C'était le laboratoire d'idées de Jean-Pierre Chevènement. Vous êtes essayiste, éditorialiste, chroniqueur, notamment sur CNews, Sud Radio, Front Populaire. Et vous avez également enseigné la géopolitique, ce qui explique sans doute que vous siégez à la Commission des Affaires étrangères avec Marine Le Pen. Est-ce qu'on doit comprendre que vous serez que vous contribuerez au Conseil auprès de Marine Le Pen pour la politique internationale ? Alors ça, c'est à Marine Le Pen de le décider. Moi, je suis un jeune député, hélas pas par l'âge, mais en tout cas par l'expérience électorale. Vous faisiez allusion à Jean-Pierre Chevènement. La dernière fois où j'ai fait, on va dire, un tour de piste électorale, ça remonte presque au siècle dernier, au millénaire dernier, c'était tout de même en 2002, mais ça date un peu. J'ai été candidat aux élections législatives pour Jean-Pierre Chevènement et j'avais soutenu la candidature de Jean-Pierre Chevènement. Lequel était élu dans la circonscription dont vous êtes le député C'était sa aujourd'hui. circonscription, la seconde circonscription du territoire de Belfort. C'était tout à fait sa circonscription. Il y a un peu 2 lions à Belfort, si vous voulez. Le lion de Denfert Rochereau, avec cette statue incroyable, le même artiste que la statue de la Liberté, pour symboliser la résistance héroïque pendant la guerre de 70 des Belfortins. Et il y avait Jean-Pierre Chevènement, qu'on a longtemps surnommé le lion de Belfort, parce qu'il était député-maire à l'époque. Comme vous savez, il y avait cumul possible. Voilà, donc il a laissé une empreinte assez forte dans la ville. La ville est depuis longtemps d'ailleurs passée à droite. Quand on m'a proposé d'être candidat aux élections législatives, ma foi, je me suis souvenu de cet engagement auprès de Jean-Pierre Chevènement. Moi, je n'ai pas spécialement changé de conviction, d'orientation. L'analyse ou la lecture, on peut dire un peu macro que je fais de la situation politique de la France, que je faisais en 2002 et en 2024 sont un peu les mêmes. Le diagnostic posé est un peu le même. Donc, il me semble que le Rassemblement national est vraiment maintenant se positionne exactement, enfin à quelques millimètres près sur le diagnostic que nous faisions avec Jean-Pierre Chevènement et avec d'autres en 2002. Donc, bon, moi, mon rôle, c'était éditorialiste, c'était donc un peu de râler, un peu de me plaindre. Et arrive peut-être un moment dans la vie où on se dit, se plaindre, c'est bien, peut-être qu'agir, c'est mieux. Et il y a quelque chose, si vous voulez, de l'ordre de de pas laisser non plus passer le temps. C'est vraiment le bien le plus précieux dans la vie. Il y a un temps pour tout. Peut-être qu'à mon âge, après avoir dit ce que j'ai dit, écrit ce que j'ai écrit, il faut peut-être maintenant passer à l'acte. Si Marine Le Pen est la nouvelle Jean-Pierre Chevènement, comment vous qualifieriez finalement cette ligne politique ? Souverainiste ? Gauche sociale, gaulliste sociale Je pense que Marine Le Pen est Marine Le Pen, Jean-Pierre Chevènement est Jean-Pierre Chevènement. Derrière ce truisme, il y a l'idée que ce ne sont pas des personnages qui appartiennent aux mêmes époques. Voilà. Il y a des lignes de force. Il y a, si vous voulez, dans l'histoire de France, sur le plus long terme, il y a une aspiration profonde sur le long terme du peuple français à avoir un État fort, un régalien fort, ce qui passe par que la loi et l'ordre soient assurés,
que la loi soit la même pour tous, l'égalité de tous devant la loi. Et il y a également une aspiration à la justice sociale et à l'égalité. Tocqueville dit que la passion d'égalité est la passion dominante chez les Français. Et finalement, Jean-Pierre Chevènement incarnait déjà ça en 2002. Il n'a pas été le seul. Le général de Gaulle, en son temps, l'a incarné. Bonaparte l'a incarné d'une façon, au début de son règne, Louis XIV l'a incarné. Il y a quelque chose comme ça. Clémenceau, notre figure qu'il a incarné. Il y a quelque chose comme ça qui est d'avoir un caractère de droite je ne dirais pas des valeurs de gauche, mais en fait, finalement, les valeurs profondes de la France sont des valeurs de fraternité, sont des valeurs d'égalité. Il faut de la liberté, il faut notamment de la liberté économique, mais cette synthèse-là, c'est à chaque étape importante de notre histoire la synthèse qui fait repartir le pays. Donc, avec son histoire à elle, avec ses qualités, ses spécificités à elle, sa trajectoire à elle, Marine Le Pen, je pense, elle a cette vision, cette stratégie, ce cap. Le plus important, c'est quand même la vision, le cap, la stratégie, et c'est ce qui manque dans la classe politique, en vérité. On a des gens qui veulent des places, on va sans doute en parler. Voilà, la course aux places, la petite cuisine sur le petit feu, la petite soupe. Voilà, c'est ça qui domine la classe politique, en fait, ce que le général de Gaulle appelait les politiciens. Je pense que le Rassemblement national aujourd'hui et ses alliés, et sans doute d'autres forces politiques qui sont comme ça, pas encore, qui sont peut-être à l'état virtuel, potentiellement se synchronisent avec une aspiration profonde du peuple français, qui est une aspiration historique qui vient du fond des âges, c'est-à-dire de rétablir l'ordre, de rétablir la puissance, de rétablir effectivement l'indépendance de la France, et d'avoir une économie qui fonctionne bien, une économie donc prospère, dynamique, capitaliste, dans laquelle il y a un minimum d'égalité. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Guillaume Bigot, vous êtes donc à la Commission des Affaires étrangères aux côtés de Marine Le Pen. J'aimerais très rapidement que l'on passe sur ce thème. On sait que la position du Rassemblement national n'a pas toujours été très facile à cerner concernant la question ukrainienne. Aujourd'hui, Jordan Bardella, qui est député européen et président de son groupe Patriotes pour l'Europe, siège aux côtés des eurodéputés de Viktor Orban. Viktor Orban qui est très au fait des négociations de paix sur la question ukrainienne. Je vous propose tout de suite qu'on l'écoute et puis après vous m'expliquerez votre point de vue. La guerre ne tombe pas du ciel. La guerre est le résultat de décisions prises par des personnes déterminées. En conséquence, nous devons prendre ces leaders. La Hongrie n'est pas l'un d'entre eux, de ses principaux décideurs évidemment, et ces décideurs verront s'ils veulent la paix ou la guerre. L'Ukraine en fait partie, la Russie aussi. Parce qu'en fin de compte, ce sont eux qui décideront. Mais très important, quelle est l'approche de la Chine, des États-Unis et de l'Union européenne ? La Chine a un plan de paix. Les États-Unis mènent une politique de guerre. L'Europe, au lieu d'avoir une approche stratégique autonome, ne fait que copier la position américaine. Donc désolé de le dire, mais l'Union européenne a une politique de guerre aussi. Alors aujourd'hui, l'URN est-il exactement sur la même longueur d'onde que Viktor Orban ? Si on prend juste cet extrait, on pourrait trouver des points de convergence, évidemment. La position d'Orban me semble un peu plus complexe, un peu plus nuancée que ça, puisqu'on peut dire qu'il y a quand même un lien assez fort entre la Russie et la Hongrie. Mais je vais revenir sur un point, et dans votre introduction, vous avez dit que finalement, la position du RN était relativement ambiguë dans cette affaire. Elle a été longtemps ambiguë. Je n'ai pas été jusque-là, j'ai dit qu'elle était parfois difficile à cerner. Alors, difficile à cerner. Je pense qu'elle n'était pas plus ou moins difficile à cerner que celle du président de la République, par exemple, et sans doute moins difficile à cerner. Mais le président de la République suscite moins d'espoir. C'est vrai, et plus de déception, et du côté russe et du côté ukrainien depuis le départ. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tous les gens de bonne volonté ont voulu empêcher cette guerre, prévenir cette guerre, qu'on voyait quand même arriver. Alors tout le monde n'a pas vu et tout le monde n'a pas prédit c'est tel jour que ça va démarrer, etc. Mais on sentait bien quand même que c'était quelque chose de dangereux. Voilà. Et par ailleurs, le président de la République, si vous voulez, a fait un volte-face complet, ce qui n'a jamais été le cas ni de Marine Le Pen ni du Rassemblement national. Il n'y a eu aucun volte-face, il y a eu une ligne de conduite, me semble-t-il, assez claire, qui est de dire il y a un agresseur, il y a un agressé à partir du moment où il y a eu l'entrée des troupes russes en Ukraine. Et dans cette configuration, il y a le droit international, il y a le droit des gens, il y a des choses qui sont, à mon sens, non négociables.
En tout cas, dans le mode opératoire, on pouvait effectivement se poser la question de savoir le statut du Donbass, le statut des personnes intérieures du Donbass, l'entrée ou non de l'Ukraine dans l'OTAN. Et à cet égard, les gens les plus sensés de part et d'autre de l'Atlantique ont dit, écoutez, un peu comme dans les Écritures, il faut que votre oui soit oui ou votre non soit non. Alors soit l'Ukraine rentre dans l'OTAN, elle a une protection pointe à la ligne, soit elle ne rentre pas dans l'OTAN. Mais cette situation, et en plus, la question se posait il y a déjà 15 ans. Donc la situation d'entre-deux est une situation dangereuse qui frustre tout le monde. Par ailleurs, la position du RN est, je pense, la plus réaliste, pas au sens où on brade des principes, mais au sens où on voit que depuis 1991, il y a des élections en Ukraine, et que ces élections en Ukraine, elles montrent qu'il n'y a pas une unanimité en réalité, que la population ukrainienne, de temps en temps, elle se donne des dirigeants qui sont pro-russes et qui ne veulent pas entendre parler d'intégration ni à l'OTAN ni à l'Union européenne. Alors je sais bien que le suffrage universel en Ukraine et que la démocratie ukrainienne est très perfectible, mais enfin c'est vrai aussi pour ceux qui sortent du côté des pro-UE ou des pro-OTAN, et de temps en temps, il y a une majorité pour dire, écoutez, nous voulons plutôt rentrer dans l'Union européenne ou rentrer dans l'OTAN. Donc nous, notre position est la suivante. Il y a un acte d'agression. Il n'est pas possible de laisser ce pays, comme n'importe quel autre, d'ailleurs victime d'un acte d'agression pur et simple, sans défense. En revanche, l'agresseur est, une puissance nucléaire. Et deux, si on remonte le fil du temps avant l'agression, oui, il y a une politique de provocation, notamment de la part des États-Unis. La situation est extrêmement complexe. Et surtout, je pense que ce qui est le plus important à comprendre, c'est qu'il y a une asymétrie de motivation dans cette guerre. Et on peut classer les motivations, si vous voulez, la motivation des Ukrainiens, elle est totale. Il faut aussi être de mauvaise foi pour considérer que les Ukrainiens russophones, par exemple, se rangent tous du côté de la Russie. C'est pas vrai. Il y a des Ukrainiens russophones, un peu comme nos Alsaciens à nous, qui étaient de langue allemande, de culture allemande, ils ont pris fait et cause pour la France, ils se sentaient profondément français. Ça existe aussi en Ukraine. Et en général, quand il y a des gens armés qui viennent chez vous, vous les voyez pas d'un très bon œil, quand bien même ce seraient vos cousins ou des gens avec qui vous êtes liés sur le plan de la civilisation ou de la religion. Donc ces gens ont été aussi bombardés depuis 2014 par Kiev. Ça, c'est le Donbass, vous avez raison. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, au départ, de gentils ou de méchants. C'est pas un western, cette guerre en Ukraine. Non, mais on a l'impression, à écouter certaines chaînes de télévision et certains propos manichéens, qu'il y a les gentils et les méchants. C'est les cow-boys et les Indiens, et tout ça est très simple, en fait. Et c'est tout, évidemment, tout sauf simple. Donc il y a cette situation-là. Il y a une autre situation. Donc je pense que les Ukrainiens sont d'une motivation extrême parce que il en va de la survie de leur pays, parfois de leur survie, de la survie de leur famille, de leur maison, de leur village. Donc eux, ils sont motivés à bloc. La motivation des Russes est très intense aussi, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est vrai qu'on a du mal à mesurer l'état de l'opinion publique en Russie. Ce qui est sûr, c'est que dans la culture russe, dans la mentalité russe, dans la psychologie russe, l'Ukraine, ce n'est pas totalement un pays étranger. L'Ukraine, ce n'est pas, un pays occidental. Pour les Russes, que ça nous plaise ou non, l'Ukraine, alors a fortiori la Crimée, c'est une partie intégrante de leur culture. Donc de leur point de vue à eux, il faut toujours comprendre le point de vue de l'autre, surtout lorsqu'on a une situation de conflit. Pour eux, c'est quasiment une guerre de sécession. Enfin, on peut rapprocher ça de la guerre de sécession entre le nord et le sud des États-Unis. Et enfin, l'asymétrie, c'est l'asymétrie entre les Européens et les Américains. Les Américains ont voulu se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Maintenant, ils commencent à dire pouce. Et là, il ne faudrait pas qu'on aille à une situation où on se battra jusqu'au dernier Européen pour le compte des intérêts américains, in fine en plus, sans nécessairement pouvoir préserver l'Ukraine. Et dernier point de commentaire, moi, ce qui me paraît très fascinant dans cette situation, c'est que personne, effectivement, alors, mis à part M. Orban, ne prend fait et cause pour la paix. Alors, bien sûr, il ne faut pas être naïf. La paix à tout prix, non. La paix dans le déshonneur, non. La paix en arrivant à une situation où on va récompenser Vladimir Poutine d'avoir violé le droit international, ce ne serait pas exactement la paix. Enfin, il y a la réalité du terrain, malheureusement. Et aujourd'hui, ce sont les Russes qui ont l'avantage, c'est un fait. Oui, on peut, si on est complètement cynique ou réaliste, on se dit que la paix au démarrage de la guerre et la paix aujourd'hui, c'est pas la même paix, y compris dans l'intérêt des Ukrainiens. Absolument. La paix au démarrage, c'était probablement une neutralisation et un engagement à ne pas rentrer dans l'OTAN avec une préservation quasi totale de l'intégrité territoriale modulo la Crimée. La paix aujourd'hui, c'est probablement
avec une partie du pays qui aura été arrachée par la force. Donc c'est aux Ukrainiens quand même, on ne peut pas recommencer le scénario tchécoslovaque et dire écoutez, on va, vous inquiétez pas, on va faire la paix à votre place. Ça, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut tenir compte du point de vue ukrainien, il faut tenir compte de la sécurité globale de l'Europe. Il y a probablement aussi des choses qui sont à déminer dans la carte européenne. Il y a des choses qui sont... Voilà, on est déjà dans une situation de conflit ouvert. Il y a d'autres sources de conflit. Je pense qu'il vaudrait mieux se mettre autour d'une table, effectivement, avec l'ensemble des acteurs et d'essayer de régler les sujets. Il vaut toujours mieux retracer, disons, les lignes sur les atlas plutôt que de creuser des fosses communes, c'est sûr. Retournons à présent sur la politique intérieure, si vous voulez bien, Guillaume Bigot. Le président de la République s'est exprimé mardi soir aux 20h. Quelques heures plus tôt, le nom d'une certaine Lucie Castex, que personne ne connaissait, personne ou presque, s'imposait dans les médias. Elle devait être nommée à Matignon presque dans la foulée. Le président a écarté très rapidement cette nomination. Je vous propose qu'on l'écoute. Ma responsabilité, c'est d'être le garant du vote des Français, mais d'assurer la stabilité au pays. Notre responsabilité, c'est que ces jeux se passent bien, avec des ministres qui ont eu un engagement remarquable sur ce sujet, sous l'autorité du Premier ministre. Eh bien, ils seront aux affaires courantes durant les Jeux. C'est normal. Il est clair que jusqu'à la mi-août, nous ne sommes pas en situation de pouvoir changer les choses, parce qu'on créerait un désordre. Donc c'est ça ce que j'appelle cette trêve. Ma volonté, c'est dès qu'on le pourra, de pouvoir constituer en effet un gouvernement, parce que le pays a besoin d'un gouvernement pour prendre les décisions, préparer un budget. Et donc, jusqu'à la mi-août, on doit être concentré sur les Jeux. Et puis à partir de là, en fonction de l'avancée de ces discussions, ce sera ma responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre et de lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité. Bon alors, on est encore loin de la Belgique et de son record de 200 jours et quelques sans gouvernement. Il n'en reste pas moins que le président a invoqué une trêve olympique pour ne pas nommer de Premier ministre et donc pour conserver son gouvernement qui a quand même été mis en échec avec les législatives. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que, on est habitué, mais en fait, on ne s'habitue jamais complètement. C'est-à-dire que le président de la République s'est complètement affranchi du principe de non-contradiction. Donc normalement, une chose est une chose où elle est ou elle n'est pas. Voilà, elle est vraie ou elle est fausse. Là, le fait d'avoir une toile de fond qui s'appelle les Jeux Olympiques, ce n'était pas gênant et ce n'était pas une source de désordre de dissoudre. En revanche, c'est gênant et c'est une source de dissoudre, de tirer des conséquences de la dissolution. Moi, pardon, mais je ne comprends rien de ce que ça signifie. Ou je comprends aussi une chose, c'est que c'était une dissolution de confort qui finalement aboutit à une situation très inconfortable pour le président de la République. Autrement dit, la fameuse grenade dégoupillée, elle lui a explosé au visage. Et donc, il veut maintenant gagner du temps grâce aux Jeux Olympiques. Vous trouvez qu'il est dans une situation inconfortable, le président, aujourd'hui ? Vous avez l'impression qu'il est inconfortable, là, quand il nous raconte ça ? Moi, je ne pense pas que le président de la République était très heureux d'avoir moins de sièges pour sa majorité et d'être moins en mesure de même plus avoir de majorité relative. Enfin, je ne vois pas très bien ce qu'il a gagné. Alors, comme on est dans un pays encore très monarchiste, avec cette psychologie de le prince a parlé, le souverain a dit, etc. Le souverain ne se trompe jamais, le souverain est au-dessus de tout le monde. On ne prête qu'aux riches et donc on lui prête des calculs savants, ultra machiavéliques. Mais regardez, il est tellement fort, il est quand même retombé sur ses pieds. Bon, en réalité, la France est ingouvernable. Elle est beaucoup plus ingouvernable qu'avant la dissolution, c'est quand même un fait. Deuxièmement, il y a une situation budgétaire absolument calamiteuse qui arrive. Il n'y a pas de budget pour la France, il n'y a pas de gouvernement pour la France. Donc voilà, on a maintenant une situation où je pense qu'il essaye de gagner du temps. Vous savez, son gouvernement technique, ça pouvait être en même temps un gouvernement technique et en même temps un gouvernement où il cherchait à débaucher, disons, du PS, peut-être même quelques écolos euro et libéralo compatibles jusqu'à LR. En fait, c'était ça. Maintenant, j'ai pas l'impression que s'il était en mesure de sortir de son chapeau quelqu'un qui puisse obtenir cet aval d'une majorité de députés, il aurait pu surseoir comme ça, je ne pense pas. Donc il est très ennuyé, mais évidemment,
son trouble à lui fait écho au trouble du nouveau Front populaire. Et en réalité, personne n'a gagné. Je pense qu'il y a des gens qui ont moins perdu, voire qui ont progressé, ça c'est notre cas, et en nombre de voix et en nombre de sièges. Les autres sont restés à peu près statiques, où on fait des coalitions absolument improbables, déjà entre eux au premier tour, parce que entre les forces qui se retrouvaient autour de la candidature de Glucksmann pendant les européennes, et qui se traitaient de noms d'oiseaux avec LFI pendant les européennes, et puis en 24 heures, ils sont tombés d'accord sur un programme. Bon, c'était pas déjà très crédible au premier tour. Au second tour, on a rejoué les apparentements de la 4ème République, c'est-à-dire tout le monde, toutes les forces coalisées du système pour empêcher le Rassemblement national et nos alliés autour de M. Ciotti d'avoir une majorité. Et quel regard, justement, le Rassemblement national porte sur ce phénomène de front républicain, dit front républicain? Comment ils interprètent ça? Parce que finalement, aujourd'hui, Marine Le Pen fait pleinement, avec son mouvement, partie de l'échiquier politique. Oui. Les scores qu'elle réalise aux élections successives montrent que les Français, visiblement, n'ont pas tellement peur du RN. Pour autant, ce front républicain arrive toujours à mobiliser. Comment vous l'expliquez? Alors, premier argument, je pense qu'il faut tenir compte du fait que le rapport de force n'est plus le même politiquement, qu'ils sont maintenant, pour contrer le RN et Éric Ciotti, contraints de faire l'alliance la plus complète, la plus totale. C'est tous contraints. Voilà. Ce contraint, c'est pas seulement contre notre formation politique ou ce qu'on porte, c'est d'une certaine façon aussi contre la majorité des Français. C'est ça le problème. Après tout, si le rapport de force était différent, s'il n'y avait pas eu, si on ne pouvait pas constater les résultats en millions de voix et en pourcentage du corps électoral, on pourrait se dire, bon, voilà, il n'y a qu'une tripartition. Mais il n'y a pas qu'une tripartition. Il y a une tripartition à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a eu, je répète, un phénomène d'apparentement. C'est-à-dire que vous n'avez aucun rapport avec l'autre parti, vous pensez pique-pendre de l'autre parti, vous n'êtes absolument pas disposé à gouverner avec l'autre parti, mais en attendant, vous allez empêcher une majorité de Français de se donner la majorité qu'ils veulent. C'est ça la réalité. Et on l'a vécu pendant toute la 4ème République. Donc, il faut le rappeler quand même avec des alliances surréalistes. Baroque, absolument baroque. On se rappelle LFI qui soutient Darmanin et qui soutient Elisabeth Borne, celle qui a multiplié les 49.3, notamment pour la réforme des retraites. Enfin, il faut quand même que les gens se rendent compte de ce à quoi on assiste. À Sablé-sur-Sarthe, dans le fief, l'ex-fief de François Fillon, on a eu quand même quelqu'un proche de Fillon qui a appelé à voter LFI, pour un candidat LFI. Rien que ça, c'est totalement stupéfiant, surréaliste. Donc on voit finalement, qu'est-ce que ça signifie? Ça révèle en creux plusieurs choses. Ça révèle en creux d'abord que des gens de LR qui parlent comme nous, qui pensent comme nous, qui finalement sont parfois plus à droite que nous, ou sont parfois plus identitaires que nous, etc. Ces gens-là, pour garder leur place, ils sont capables de faire alliance avec LFI. Voilà, ça ne les dérange absolument pas. Donc on voit bien qu'en réalité, entre l'intérêt du pays, la France, leur soi-disant conviction et leur petit poste bien au chaud, ils vont choisir leur petit poste bien au chaud, leur petite soupe. Voilà, ça c'est sûr et certain. Deuxièmement, l'autre effet de révélateur, c'est que la révolution néo-marxiste que promet Jean-Luc Mélenchon, sa 6e République, etc., en fait, là aussi, elle est quand même très limitée par l'odeur de la soupe, par l'envie des places. Et donc, voilà, pour faire cette révolution, on peut s'allier non seulement au premier tour avec l'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, on peut s'allier avec des gens qui ont, pour détricoter la réforme des retraites, avec des gens qui ont porté la réforme des retraites, mais on peut s'allier au deuxième tour avec des gens de LR qui portent une politique eurolibérale, euromondialiste, radicale. C'est ça la vérité. Voilà, donc on est toujours dans ce que le général de Gaulle appelait les politiciens, ça c'est sûr. Alors ça c'est la première lecture qu'il faut faire, politique, je pense elle est très importante. La deuxième lecture, c'est que oui, il y a tout de même tripartition aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quand même, personne n'est en situation, compte tenu de la mécanique, de la mathématique électorale, d'avoir plus de la moitié de 577 sièges. Voilà, ça n'existe pas. Alors peut-être que ça sortira du chapeau, mais bon courage. Donc objectivement, la France, elle est effectivement ingouvernable dans une situation très tendue en termes d'ordre public, très tendue en termes
de tensions financières et monétaires. Là, il va falloir trouver 50 milliards en 2 ans. C'est pas rien. Il va falloir, et le gouvernement technique de transition l'a envoyé à Bruxelles un document qui indique que 21 milliards de prélèvements supplémentaires vont devoir être mis en place. Dans cette situation-là, de crise très violente, il faut une légitimité forte. Plus la crise s'aggrave, moins la légitimité est forte, moins il y a de gens en situation de gouverner. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, c'est très inquiétant. Et en plus, donc, pas de gouvernement nommé. Oui. Donc, on a le sentiment quand même, quand on a entendu Emmanuel Macron, que quand il dit qu'il gère les affaires courantes, globalement, c'est les Jeux Olympiques. Oui, mais je pense que si on prend un peu de recul, gérer les affaires courantes à l'intérieur d'un cadre qui est celui de l'OMC, à l'intérieur d'un cadre qui est celui des multinationales faisant la loi, de l'OTAN faisant la loi, de l'Union européenne faisant la loi, d'un cadre général où vous avez aussi le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel aligné sur les jurisprudences des cours internationales. Dans ce repère orthonormé, ça fait depuis 1992 que tous les gouvernements de la France ne font que gérer les affaires courantes, en fait. Parce que la marge de manœuvre politique, elle est microscopique. Enfin ça, pardonnez-moi, Guillaume Bigot, mais alors ça veut dire que nous expliquer que Jordan Bardella pouvait aller à Matignon si vous aviez une majorité absolue, il aurait fait comme tout le monde, il aurait géré les affaires courantes. Oui, mais avec une vision différente, et ça change tout. Parce que quand vous avez une vision qui consiste à vouloir, pas nécessairement sortir de l'Europe, mais en tout cas considérer l'Europe non plus comme une fin en soi, mais comme un moyen, tout change. Quand la vision change, évidemment, nous ne sommes pas le Front populaire, nous ne faisons pas croire que les lendemains vont chanter et qu'en 3 semaines tout va changer. Ça, c'est pas possible. En revanche, quand vous avez un cap qui est différent, les choses commencent progressivement et dans l'ordre d'une certaine façon à s'aligner et à changer. Si votre objectif est de relancer l'industrie en France, si votre objectif est de rétablir la prospérité en France, que vous fixez ça comme cap, bien, vous n'allez pas le faire du jour au lendemain, mais progressivement, vous allez commencer à négocier avec vos partenaires, vous avez commencé... Mais comment vous faites alors concrètement? Prenons cet exemple, réindustrialisation de la France. Comment vous faites? Vous faites des incitations aux entreprises? Non, mais simplement, vous avez par exemple aujourd'hui, dans le programme de transition énergétique, prenons cet exemple, il est assez clair, un paquet qui est réservé par exemple aux photovoltaïques ou qui est réservé aux éoliennes. Aujourd'hui, notre pays n'est plus en capacité de produire des éoliennes ou du photovoltaïque. Donc vous pouvez parfaitement commencer par décréter un moratoire sur l'utilisation, en tout cas les éoliennes terrestres, l'utilisation de ce genre d'éléments et d'instruments d'énergie alternative. Vous pouvez stopper, parce que la France, on a encore le pouvoir et la capacité, le projet de privatisation des barrages hydroélectriques et l'éclatement de cette ressource qui est très importante en matière d'énergie renouvelable. Et vous pouvez mettre les bouchées doubles et augmenter les investissements pour le nucléaire. Si vous faites ça, bah oui, la feuille de route n'est plus la même. Ça vous paraît pas grand-chose, parce que c'est le point de départ. Tout ça va mettre énormément de temps, mais à l'arrivée, le résultat ne sera pas du tout le même. La politique, c'est pas que tout de suite et maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose de faux dans le fait de vouloir faire une politique de terrain. Il y a quelque chose d'extrêmement mensonger. C'est Pinocchio, si vous voulez, cette politique de terrain consistant à dire aux gens qu'on va raser gratis, de toute façon, donnez-nous les manettes, nous on connaît les vrais problèmes des gens et demain matin, votre vie va s'améliorer. Non. Par contre, si vous dites aux gens, maintenant, nous ne faisons plus une politique qui est contraire à vos intérêts, dont vous ne voulez pas, par ailleurs. Si Jordan Bardella avait été à Matignon, on sait bien qu'il n'aurait pas pu utiliser le levier du référendum. Donc il n'aurait pas pu résoudre au fond finalement cette question migratoire. Mais en attendant, il y a un certain nombre de mesures administratives qui pouvaient être prises, qui auraient été efficaces. Donc tout n'aurait pas changé du jour au lendemain, mais tout aurait été dans la bonne direction. Et je pense que c'est la clé de tout. Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes aligné avec une aspiration populaire, une volonté populaire, c'est la question de la légitimité. C'est-à-dire si vous avez une majorité des gens qui sont d'accord avec ce que vous faites, bah, les choses vont mieux. Si vous cessez d'aller contre le vent, si vous essayez de remonter le courant, ça va mieux. Et si vous utilisez le vent et vous utilisez le courant, généralement, vous avancez plus vite. Alors justement, parlons de légitimité. On peut compter sur Emmanuel Macron pour rappeler une évidence lors de son allocution. On va le réécouter tout de suite. Oui. C'est que le Rassemblement national est arrivé le premier parti au soir du second tour. On le réécoute. Au premier tour, ils ont placé le Rassemblement national en tête. Presque 11 millions de voix. 11 millions de voix. Donc ça, on doit l'entendre. Et on doit le respecter. Et donc je pense qu'il est légitime que ce qui est aujourd'hui le premier parti
à l'Assemblée soient représentés dans les instances. Et je pense que la civilité conduit aussi, on a tous été choqués par des images. Quand on se met à ne pas serrer les mains à notre député, je pense qu'on habitue nos compatriotes à une société où la civilité se perd. Il serait faux de dire que le nouveau Front populaire a une majorité, quelle qu'elle soit, même en dans cette arrivant en Assemblée. tête à ces législatives, Monsieur le Président. Alors, le parti qui est arrivé en tête à ces législatifs, c'est le Rassemblement national. Bon, on notera quand même un peu le changement de narratif, parce qu'au soir du second tour, c'était évidemment l'extrême gauche qui avait gagné. Donc ça y est, ils se sont rendus compte que l'extrême gauche n'était pas un parti politique et que c'était bien le RN qui était arrivé en tête. 11 millions de voix, plus de 140 députés. Le RN donc, est gagnant du second tour de ces législatives. C'est 60 députés environ de plus par rapport à 2022. Néanmoins, les postes à l'Assemblée nationale, vous sauriez parce que vous saviez que j'allais vous poser la question. Bien sûr. Vous ont tous échappé. Sébastien Chenu et Hélène Laporte, qui étaient vice-présidents de l'Assemblée nationale, n'ont pas été reconduits. Pas de questure, pas de secrétaire, pas de présidence de commission. Bah oui, c'est ce qu'ils appellent la démocratie. Voilà, donc la démocratie, c'est faire barrage, en fait, au peuple français. Voilà, ou à l'aspiration majoritaire du peuple français. Ça me semble assez clair. C'était d'ailleurs tout à fait la logique des apparentements. Je reviens sur cette idée. Ça fait un peu d'histoire, mais la 4e République, on a sondage après sondage, élection après élection, 2 partis qui arrivent en tête. Le Parti général de Gaulle et le Parti communiste. Et en fait, tous les partis vont se liguer pour empêcher ces 2 formations majoritaires de gouverner. Bon, on voit le même mécanisme. C'est le même mécanisme pendant le scrutin et c'est le même mécanisme une fois qu'il y a les députés à l'Assemblée, puisqu'il y a un système de points dans le règlement de l'Assemblée nationale qui fait que plus vous avez de députés, plus vous avez accès à ces postes. Alors, ces postes ne sont pas nécessairement très clairs pour le grand public, mais derrière ces postes, il y a surtout la possibilité pour l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale de s'auto-organiser. Et notamment, on va dire la police des débats, le fait qu'il y ait un peu d'ordre, un peu de calme. Et mes collègues du Rassemblement national m'ont dit mais il faut acheter des boules caisses, parce que l'hémicycle avec les LFI, c'est vraiment une piscine le mercredi après-midi. Vous savez, des carrelages, ça résonne, c'est épouvantable. Ils hurlent en permanence. Cette bordélisation, elle n'est pas un vain mot. Il y a vraiment un phénomène de bordélisation qui est complètement pensé, complètement organisé pour rendre en fait l'Assemblée nationale pour faire que le débat soit inaudible et quasiment impossible, pour le bloquer. Et donc, dans ces conditions, le fait que nous n'ayons aucun pouvoir de régulation sur l'Assemblée nationale et qu'ils en aient beaucoup plus que nous, alors en arrivant avec moins de sièges et moins de voix, oui, c'est effectivement pas neutre pour la démocratie. Mais est-ce que finalement, pardon... mais et on va revenir peut-être sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, parce que ça me paraît absolument caractéristique du macronisme. On entend cette bordélisation de l'extrême gauche, mais cette bordélisation, elle marche. Elle marche. Ce sont eux qui ont récupéré le plus de postes. Ce sont eux qui... Mais pas plus de voix. Ils ont pas plus de voix que J'entends, bien entendu. Mais ils vont organiser l'Assemblée comme ils le souhaitent. Ils vont pouvoir déployer leur drapeau. Peut-être que ce sera un petit peu moins encadré qu'auparavant. Et finalement, ils ne serrent pas la main des autres députés et collègues. Ils font ce qu'ils veulent. Et le Rassemblement national dit vraiment, ce ne sont pas des bons élèves. Nous, on continuera de mettre une cravate. Voilà, là, en l'état, on en est là. Oui, mais encore une fois, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est ce qui se passe d'une certaine façon dans la France des notables. Et ce que vous décrivez, c'est qu'en dépit de la forme que prend la bordélisation de LFI, ils appartiennent à la France des notables. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour voter avec Ensemble, ils sont d'accord pour voter avec LR. Du moment qu'il s'agit de ne pas changer la trajectoire et la direction et la stratégie de la France, là, ils sont d'accord avec tout le monde. Donc il y a quand même un effet de révélateur, il y a un effet d'outing, si vous voulez. Ils se comportent comme des trublions, mais en fait, ce sont des bons petits soldats de l'euromondialisme. D'ailleurs, toute la dialectique de LFI, c'est du wokisme. Et le wokisme, qu'est-ce que c'est ? C'est les multinationales américaines. En fait, ces gens-là, ils posent aux révolutionnaires, mais ils sont les porte-voix des universités de la côte est des États-Unis. Ce sont des colonisés mentaux de la côte est des États-Unis. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont les collaborateurs objectifs de l'extrême droite islamique. S'il y a une extrême droite en France, c'est vraiment l'islamisme, en vérité. Non pas l'islam, mais l'islamisme. C'est-à-dire vraiment une idéologie de conquête.
sexiste, patriarcal au possible, homophobe, antisémite, etc. Ces gens-là, voilà, se bouchent les yeux, bouchent les oreilles, et parfois même vont plus loin qu'eux ou font leur pub. Donc c'est ça la réalité. Donc ils ont cette attitude-là, mais en réalité, ils sont tous d'accord avec LR et avec Ensemble pour se répartir les postes. Donc en fait, j'en viens à ce point. Je pense que ce que dit Emmanuel Macron, c'est typique du macronisme. C'est-à-dire, il y a d'un côté des propos qui sont d'une violence extrême à l'endroit du Rassemblement national, ce qu'il appelle le populisme, et que le système appelle le populisme, qu'il a traité de lèpre. La lèpre, les lépreux, on sait ce qu'on faisait des lépreux. Il y a les maisons des lépreux, on les met à l'écart, en plus on peut être contaminé. Il y a tout un vocabulaire, si vous voulez, qui est utilisé à l'égard des formations populistes en France et ailleurs, qui est tout à fait vraiment le registre de l'antisémitisme, du vocabulaire antisémite de l'entre-deux-guerres. Hein. C'est vraiment des gens qu'on ne peut pas approcher, ils vont vous contaminer, etc. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron dit « Ah, mais quand même, c'est assez triste, ils sont arrivés en tête et on ne donne pas aux lépreux des postes. » C'est ça, même, souvenez-vous, pendant la campagne en 2017, il disait « Ah non, ne les sifflez pas, s'il vous plaît. » Voilà, donc c'est typique du macronisme, c'est-à-dire c'est vraiment du en même temps. En même temps, dans le fond, il y a une violence et une intransigeance, une intolérance totale, et dans la forme, tout ça se veut très policé, très sympathique, etc. En réalité, le macronisme, c'est ça. Le macronisme, c'est quelqu'un qui vous marche, vous êtes pieds nus, qui vous marche sur les pieds, qui vous écrase des doigts de pied avec son talon, et vous souffrez, et il vous passe la main sur l'épaule, et vous dit « Ah, mais je comprends très bien pourquoi vous souffrez. » Non seulement pourquoi tu cries, mais c'est « Je comprends pourquoi tu cries. » Et d'ailleurs, je compatis. C'est vrai, ça fait mal. Ce qu'on t'a fait très mal. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose là qui contribue, à mon avis, pas moins que ce que fait la France insoumise, hein, à l'hystérisation du débat politique en France et de la démocratie française. Le système, quand même, des institutions a été assez solide, assez robuste, pensé par le général de Gaulle et par Debré, pour vraiment faire une armature institutionnelle démocratique. Aucun système n'est parfait, mais c'était quand même assez solide. Après avoir attaqué les grands corps de l'État, après avoir attaqué la filière nucléaire, après avoir attaqué, finalement, relancé au dernier moment l'indépendance de la France, maintenant, il s'attaque effectivement aux institutions. Les institutions, elles sont formellement respectées, mais leur esprit est complètement détourné. Alors, quelle sera la priorité de votre mandat? Parce que là, bon, on a compris, hein, globalement, il ne va pas se passer grand-chose avant la fin des Jeux Olympiques. Mais il faudra quand même peut-être après retourner au charbon, j'allais dire, au Palais Bourbon en l'occurrence. Quelle sera la priorité de votre mandat, mais aussi du Rassemblement national au sein de l'Assemblée? Bon, d'abord, un député, sitôt qu'il est élu, et ça vaut pour moi et ça vaut pour tous mes collègues, on n'est que formellement en vacances en réalité. Hein. Les concitoyens continuent à vous écrire, à vous solliciter, il faut leur répondre dans des délais raisonnables. Surtout, il y a un travail, et je réponds à votre question en même temps, un travail de commission. Dans ma commission, par exemple, on m'a donné une responsabilité qui est d'examiner de près, si vous voulez, l'aide au développement de la France. Donc il faut se plonger immédiatement dans cette documentation parce que ce sera une partie, si vous voulez, du projet de loi de finances, comprendra des crédits ou des fonds pour l'aide au développement. Donc un député, de toute façon, est à la tâche, à mon avis, doit se considérer à la tâche le jour même de son élection. Et jusqu'à ce qu'il perde ou que son mandat soit renouvelé. Deuxième point, écoutez, pour dire des choses simples, il y a 2 missions qui sont assignées aux parlementaires en France. La première mission, c'est de voter les lois. Et là, vous avez raison, nous ne sommes pas en situation de voter les lois. Mais d'une certaine façon, personne. Et lorsque le nouveau Front populaire sort, Huguette Bello, maintenant c'est Lucie Castet, c'est-à-dire des gens qui sont supposés faire l'unanimité à gauche et même l'unanimité de tous les Français, mais que personne ne connaissait la veille, enfin, j'exagère un peu pour Mme Bello, les spécialistes de la politicienne connaissaient, hein, et je pense dans les milieux énarchiques ou technocratiques à Paris, peut-être qu'on connaissait aussi Mme Lucie Castet, mais en réalité, ils sortent ces gens-là de leur chapeau comme s'ils allaient gouverner. Mais je vous rappelle que la France insoumise, par exemple, a sollicité et obtenu la présidence de la Commission des finances. C'est un point très intéressant sur lequel on peut s'arrêter un instant, parce que la Commission des finances, elle est traditionnellement réservée à un opposant.
Donc en fait, ces gens-là mentent. Ils lancent comme ça, vous savez, comme on dit poule, pour les gens qui font de la chasse ou qui s'entraînent à tirer. Poule à l'Europe, on jette Huguette Bello, on jette Lucie Castet, etc. Ça amuse l'opinion, mais en réalité, je pense qu'ils n'ont aucune intention de gouverner, ne serait-ce que parce qu'ils ont brigué, par exemple, cette commission des finances. Donc, le rôle du parlementaire, c'est de voter les lois. Ni nous, ni LFI ne sommes en situation, à mon avis, de voter les lois. Il n'y a pas de majorité pour ça. On verra si les autres, encore par des petits grenouillages, par des petites magouilles, en déguisant ça comme une sorte de gouvernement technique qui arrive, c'est pas garanti. Et enfin, l'autre fonction du parlementaire, c'est de contrôler l'exécutif. Il y a une fonction de contrôle qu'on oublie, qui passe notamment par les commissions d'enquête, par des auditions, par les questions au gouvernement, etc. Et je pense que c'est là où on a un rôle fondamental à jouer. C'est-à-dire que ce gouvernement qui va sortir dans une situation extrêmement compliquée, extrêmement tendue pour la France, qui aura peu de légitimité, oui, il faut pas lui faire de cadeaux. Il ne faut pas être dans une opposition systématique. Ça, c'est notre ligne. Mais évidemment, il ne s'agit pas d'approuver tout ce qu'ils font. Il faudra, de notre point de vue, et donc du point de vue des Français, se poser la question à chaque fois si ce qu'ils avancent est contraire ou non à l'intérêt général. Alors justement, en parlant de ne pas contrer systématiquement les propositions des autres, on sait que parmi les promesses de ce fameux nouveau Front populaire, il y avait l'abrogation de la loi qui consistait à réformer les retraites. Marine Le Pen a annoncé que le Rassemblement national avait obtenu la première niche parlementaire de cette législature le 31 octobre. Une niche parlementaire, donc c'est l'occasion de mettre à l'ordre du jour toute une journée de 9h à minuit, comme c'est précisé, le sujet que l'on souhaite présenter. Il s'agira aussi de l'abrogation de la réforme des retraites. Ça a surpris tout le monde, mais à tort, puisque ça figurait noir sur blanc dans le programme électoral du Rassemblement national. Mais c'est quoi l'idée alors, pardon, parce que c'est peut-être pas forcément... De respecter le programme. C'est quoi l'idée de respecter le programme et de respecter ce qu'on a dit aux électeurs? Ça s'appelle la démocratie. Et alors, vous avez fait un programme commun avec Éric Ciotti. Éric Ciotti validera cette abrogation de la réforme des retraites? Je pense que... Est-ce que ce n'est pas le risque, en gros, de casser tout de suite cet élan que vous avez réussi à construire avec Éric Ciotti? Non, je pense qu'Éric Ciotti sera avec nous sur ce qui concerne le régalien et ce qui concerne la redynamisation de l'économie française. Éric Ciotti et d'ailleurs d'autres... Et lui-même, je ne sais pas, mais il ne m'a pas échappé que lors de l'examen du projet de loi sur les retraites, il y a des gens de LR qui n'étaient pas d'accord avec ce projet. Et ils n'étaient pas d'accord avec ce projet, pas parce qu'il y a besoin de faire des économies en France, ils n'étaient pas d'accord avec ce projet parce qu'il y avait quelque chose de fondamentalement injuste. Donc, dans la manière de revenir sur ce projet de réforme des retraites, le but n'est pas de déshabiller budgétairement la France, surtout dans une situation compliquée. Le but est simplement de trouver des économies ailleurs. Et là où elles sont les plus évidentes. Ça paraît quand même assez compliqué de demander aux Français qui ont commencé à travailler très tôt de continuer à travailler très très tard, notamment pour rembourser un endettement qui ne fait que croître, parce qu'en réalité... plus la situation financière se dégrade, c'est vraiment un mécanisme de surendettement ou de solde mouvant. C'est-à-dire que plus on s'endette pour rembourser la dette, et plus cette dette s'accroît, et plus les moyens de la rembourser s'amenuisent. Donc, dans cette situation, une indexation sur l'inflation pour 10%. Donc ça, c'est très bien. Exactement. Donc je pense qu'il ne s'agit pas d'abolir toutes les réformes des retraites, et notamment pas celle de François Hollande, par exemple. Mais la dernière réforme des retraites, oui, elle était assez injuste, assez inique, et il faut la revoir. Alors, changeons de thème, si vous voulez bien, Guillaume Bigot, le grand thème de cette semaine. Je le précise d'ailleurs pour nos téléspectateurs, je ne l'ai pas encore fait, nous enregistrons cette émission jeudi matin aussi. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques n'a pas encore eu lieu. Alors parlons justement de cette grande fête des Jeux Olympiques. Et pour commencer peut-être, je vous propose de vous revoir, vous, Guillaume Bigot, puisque vous avez enregistré une vidéo dans la capitale. On regarde. Bonjour, c'est Guillaume Bigot, je sors de l'Assemblée nationale. Je me rends à la gare de Lyon pour prendre mon train. Et heureusement que j'ai une carte de député, parce que traverser le moindre pont à Paris, traverser une rue, il y a des barrages partout. Comme vous le verrez sur les images, il y a des commandos marines sur la Seine, il y a des gendarmes, il y a des policiers à tous les coins de rue, et il y a surtout ces grillages partout. Et je me souviens de ce film extraordinaire où Mireille Mathieu chantait La liberté avec Paris libéré.
Là, c'est pas tout à fait la liberté. Paris est devenu une gigantesque prison. Paris n'est plus une fête, ou alors c'est une fête au pénitencier. Paris encagé, Paris grillagé, Paris kidnappé pour cette cérémonie d'ouverture. J'espère qu'elle sera bien. En tout cas, en attendant, les touristes sont juste ébahis, extrêmement étonnés de voir la plus belle capitale du monde qui avait donné rendez-vous à la terre entière pour cette magnifique fête que sont les Jeux Olympiques, en fait dans une véritable prison. C'est très étonnant, on a vraiment l'impression d'une situation de guerre. Alors je vais le dire de façon un peu moins vulgaire qu'Anne Hidalgo, mais vous n'êtes pas un peu rabat-joie, non, Guillaume Bigot ? Non, je ne suis pas rabat-joie parce que d'abord on nous explique que les frontières, les barrières, ça ne sert à rien, c'est totalement inefficace. Bon, les mêmes qui nous disent ça mettent en place des barrières, des grillages et des frontières partout à l'intérieur d'une ville, donc c'est quand même assez étonnant. Effectivement, quand on n'a plus vraiment de frontières à l'extérieur d'un pays, on finit par les remettre partout à l'intérieur d'un pays. C'est pas le moindre paradoxe. Deuxièmement, oui, bien sûr qu'il y a des impératifs de sécurité, mais on n'avait pas l'obligation de faire une cérémonie d'ouverture qui sans doute sera magnifique, grandiose, parce que Paris, c'est un décor de cinéma inouï, c'est quelque chose d'unique au monde. Je comprends l'intention derrière. Et sans doute, si ça fonctionne bien, et je croise les doigts, et qu'il n'y a pas de problème de sécurité, on en sera tous fiers à l'arrivée. Mais c'est quand même un risque considérable. Même si nous sommes, en France, très au point pour la sécurité, c'est un risque considérable. Je crois que c'est Alain Bauer qui avait dit cette manière de penser la cérémonie d'ouverture avec potentiellement une vulnérabilité de l'air sur l'eau avec la Seine et sur les bords de Seine sur Terre, c'est quasiment une folie criminelle. Bon. C'est peut-être un peu excessif, et j'espère que ce ne sera pas prémonitoire, mais c'était un peu dans une situation sécuritaire compliquée, tirer le diable par la queue. Il me semble que, par exemple, mettre en valeur et en profiter de ces Jeux Olympiques pour mettre en valeur la Seine-Saint-Denis, qui en a bien besoin, c'eût été plus intéressant que de bloquer Paris, de barricader Paris, pour avoir une sorte de décor idéal, de décor en carton-pâte pour mégalomaniaque qui veut annoncer à la terre entière qu'il est président d'un pays qui organise les Jeux Olympiques. Et dernier point, moi ce qui me choque beaucoup dans ces Jeux Olympiques, peut-être suis-je rabat-joie, c'est que on nous a vendu des Jeux Olympiques ouverts, ouvrons grand les Jeux pour tout le monde. J'invite les uns et les autres à regarder combien de gens pourront accéder, combien coûtent les places, combien coûtent les Airbnb, Coca-Cola, etc. sont tous les partenaires de cette fête soi-disant de l'intérêt général, cette fête du désintéressement. Ça me paraît dissonant, si vous voulez. On est vraiment dans des Jeux Olympiques qui sont des Jeux Olympiques de la mondialisation heureuse, à une époque, malheureusement, où les tensions sont de retour et le résultat me semble un peu baroque et un peu dissonant. Vous nous avez parlé de ces barrières, de ces frontières. On ne peut pas parler des Jeux Olympiques sans les fameux QR codes qui se sont installés, mais c'est aussi 150, un peu plus d'ailleurs, assignations à résidence pour des gens qui, pour la plupart, n'ont pas été condamnés, mais sont suspectés d'être dangereux. Ils sont assignés à résidence sur une période qui dépasse de loin la durée des Jeux Olympiques. Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est le prêt à payer ? En réalité, il faut faire évoluer le cadre législatif sur le sujet parce qu'il y a une montée des périls. Donc, ce qu'on appelle... il y a un côté Minority Report un peu là. Il y a un côté Minority Report, mais il y a quand même un nombre d'attentats qui sont déjoués, qui sont très inquiétants, des événements de passage à l'acte subis aussi très inquiétants. Oui, c'est peut-être un peu illusoire de promettre qu'avec ce type de mesures, on arrêtera tout, on préviendra tout. Je suis assez d'accord avec vous. Et personne ne veut d'une société à la chinoise, avec des QR codes partout et avec les gens interdits préventivement. Néanmoins, maintenant, il y a quand même, et il faut en tenir compte, dans notre société, des gens qui veulent l'abattre. Et ça, on ne peut pas tourner le regard et considérer que ce sont des menaces comme celles qu'on connaissait dans le passé, qui sont des menaces de perturbation à l'ordre public ou des menaces de criminalité ou de délinquance classique, criminelle. Non, là, il y a des gens qui veulent vraiment mettre à bas l'ordre
l'ordre républicain. Mais est-ce qu'il n'y arrive pas en imposant finalement à l'État de prendre des décisions liberticides, il faut bien le dire, quand il y a des barrières partout, que parfois on fait son cours de sport avec un coach de l'autre côté de la barrière parce qu'on n'a pas eu son QR code, comme des images qui ont circulé sur les réseaux, comme les gens à Paris qui prennent leur café juste derrière des barrières sur des terrasses. Enfin, objectivement, vous dites on ne veut pas d'une société à la chinoise. On est quand même de plus en plus près de ces dérives. On a aussi la surveillance, la vidéosurveillance algorithmique. On a quand même de plus en plus ce sentiment d'oppression sécuritaire pour un sentiment d'insécurité, comme dirait le garde des Sceaux, qui est quand même très, très, très mesuré. Ce qui, à mon avis, est vraiment très désagréable, grinçant et même inquiétant, c'est vrai, c'est qu'il y a quelque chose, il y a du non-dit là-dedans, il y a de l'hypocrisie. Je pense qu'il conviendrait de voter des lois pour interdire un certain nombre d'idéologies qui peuvent pousser à l'acte. Bien sûr, il est ici question des frères musulmans, d'un islamisme radical, mais aussi d'ailleurs de choses comme le GUD, enfin des gens qui sont vraiment très agressifs, de Black Bloc, que je ne sais trop quoi. Enfin des gens qui sont vraiment, qui ont envie d'en découdre, si vous voulez, et de mettre à bas l'ordre public. Je pense qu'il faut des lois claires, des lois votées démocratiquement, pour empêcher ces gens de nuire en amont, en s'attaquant directement à leur idéologie, plutôt qu'effectivement empêcher tous les citoyens de circuler. Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas clair, si vous voulez conserver en apparence des libertés pour tout le monde, et que vous n'osez pas surtout restreindre les libertés des ennemis de la liberté, c'est ça le sujet, hein. Saint-Just disait pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Si vous n'êtes pas suffisamment courageux pour faire ça, alors c'est l'ensemble des citoyens qui vont en payer le prix, avec surtout peut-être à l'arrivée un double effet, c'est-à-dire que vous allez suspendre les libertés de tout le monde et vous n'empêcherez pas les gens les plus violents de propager leur haine et de distiller leur haine et leur poison dans la société. C'est ça le paradoxe. Donc je pense que oui, vous avez raison, plutôt que de restreindre les libertés de tous, il faudrait trouver une majorité pour restreindre les libertés uniquement des gens qui nous en veulent ou qui en veulent à nos libertés. À ce moment-là, il faudrait être du bon côté du manche. Parce que quand on a vu le Front républicain se mettre en marche, on pourrait imaginer que ça dépasse de très loin une forme d'extrémisme de chaque côté. Je pense que ce fameux Front républicain, ce sont précisément les gens qui n'ont pas le courage de restreindre les libertés des ennemis de la liberté, comme je vous le disais. Et ce Front républicain, surtout, ce sont des gens qui sont pour une action assez sournoise, assez hypocrite, une espèce de QR-codisation de la société. Ça les dérange pas. Donc ils ne sont pas dans la clarté démocratique. Vous savez, on oppose les droits de l'homme à la démocratie. À mon avis, à tort. La thématique des droits, de l'état de droit, comme on dit, c'est d'empêcher le peuple de faire des bêtises. Bon. Mais sauf que si vous videz le suffrage universel, sa substance, si vous empêchez les citoyens de décider librement en majorité de changer leur loi, et c'est ce qui se passe avec ce fameux état de droit et ce cornaquage par les hautes cours, le résultat, à l'arrivée, c'est que vous allez augmenter les tensions dans la société. Enfin, vous allez créer de plus en plus de tensions. Donc je pense que le premier des droits de l'homme, c'est le droit de vote. Ça me semble absolument essentiel. Donc dans une société, les citoyens doivent voter leur propre loi. On n'a pas de minorité suspendue dans l'air ou de gens qui, parce qu'ils sont compétents en droit ou parce qu'ils ont été nommés par le président de la République à un instant T, sont en mesure de dire ce que le citoyen a le droit de voter ou sur ce que le citoyen n'a pas le droit de voter. Étant entendu que ce droit de vote, il est à l'intérieur d'un cadre qui est celui des droits de l'homme. Mais suspendre l'effet pratique d'une grande partie du droit de vote, c'est à mon avis prendre un risque de long terme vraiment, vraiment important avec l'ensemble des droits de l'homme. Il n'y aura pas à long terme de droits de l'homme si on continue dans cette théorie de l'état de droit plus le QR code. L'état de droit plus le QR code nous amène tout droit à la Chine. Nous amène pas dans une société où tous les droits de l'homme de bisounours seront conservés. Pas du tout. Alors, dans les attaques à la liberté, on n'a pas que les Jeux Olympiques. On a eu également un resserrement de la liberté d'expression. TV Liberté le sait bien, avec des censures à son actif innombrables. Mercredi, l'Arcom a pris une décision, suspendre les fréquences de C8, la chaîne, une des chaînes du groupe Bolloré. Vous officiez, vous, sur CNews, également de Énergie 12. Marine Le Pen a réagi à cette interdiction, si on veut être clair. Quel est votre point de vue ?
D'abord, je constate que plus on a de téléspectateurs, plus on a d'électeurs et plus on risque d'être muselé, brocardé. C'est quand même un paradoxe. C'est vrai pour le Rassemblement national, c'est vrai parce que derrière C8, soyons clairs, c'est le groupe Bolloré qui était visé. Probablement le fait que CNews ait pu conquérir cette place de première chaîne info l'a un peu protégé ou temporairement protégé, mais c'est bien CNews qui était visé. On l'a vu pendant les audiences à l'Assemblée nationale, pendant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, c'était la cible principale. Et faute d'oser frapper la cible principale, ils ont frappé à côté. Donc ils ont frappé C8 et Énergie 12 comme pour passer un message. Maintenant, l'émission TPMP, très controversée, il est vrai. De Cyril Hanouna. C'est ce qui était visé à l'intérieur de C8, en fait, en réalité. Abattre C8, c'était abattre TPMP. Du point de vue de l'ARCOM, elle n'est pas uniquement controversée, elle a été surtout beaucoup sanctionnée. Oui, elle a été sanctionnée, c'est tout à fait exact. Il y avait indiscutablement des excès, mais enfin des amendes ont été payées. Et surtout, ça n'a pas nui à la popularité de cette émission. Au contraire. Cette émission, elle avait son rôle. Et quand on regarde de près cette émission, on se rend compte elle est à géométrie variable. Il y a quelque chose de complètement qui relève du divertissement pur et dur. Voilà, chez soi, on est fatigué, etc. On regarde ça, on s'amuse. Mais il y a un divertissement sérieux parfois. Et d'ailleurs, Cyril Hanouna, un peu comme quand il est à contre-emploi, si j'ose dire, Cyril Hanouna, quand il ne met pas des nouilles dans les sous-vêtements de ses petits camarades, il est très très fort. Il est notamment très fort pour animer des débats politiques, on l'a vu. Il est très fort pour amener des débats sérieux et d'une certaine façon piéger un peu l'audimat avec des choses qui ont l'air burlesques, en posant des questions sérieuses et en amenant des arguments importants. Ça, je pense que l'ARCOM ne l'a pas vu, à tort, et en sanctionnant C8, d'abord c'est un plan social qui est énorme, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur boulot à l'intérieur de la structure et comme sous-traitants. Et surtout, ce qu'ils voulaient faire, ils ont frappé avec rage contre TPMP et contre Cyril Hanouna, mais d'une façon ou d'une autre, TPMP et Cyril Hanouna va renaître sous une autre bannière ou sous une autre antenne. Donc je dirais tout ça pour ça. Voilà. Mais il fallait absolument expulser cette rage, peut-être inspirée, par certaines transgressions, j'entends, par un cahier des charges tel qu'il est défini, c'est vrai, mais aussi, à mon avis, par le succès. C'est-à-dire c'est vraiment, sans doute, le succès qui a déclenché cette animosité. Je vous remercie beaucoup Guillaume Bigot pour cette émission. Merci d'être venu jusque TV Liberté. Maintenant, vous connaissez le chemin. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce dernier numéro de l'année. Je compte sur vous pour assurer son succès. Je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à cliquer sur le fameux pouce en l'air pour le référencement. Ça améliore la diffusion. Et puis surtout, c'est très important, n'hésitez pas à m'écrire juste en bas dans les commentaires. Vous savez que je lis vos commentaires. Vous pouvez comme ça me faire toutes les suggestions que vous souhaitez pour la saison prochaine, la rentrée prochaine. Et on verra si j'arrive à mettre en place des nouveautés. Je vous dis à tous un excellent été. Prenez soin de vous, c'est très important. Et puis je vous retrouve au mois de septembre pour un nouveau Samedi Politique. À bientôt.